Dis-moi, où est-ce que tu regardes habituellement mes vidéos? À la maison, au travail, ou ailleurs? Ma sœur, Juliette, a toujours eu un don pour le timing, en particulier pour apparaître au moment précis où tous les regards se posaient sur elle, que ce soit approprié ou non, utile ou blessant, à sa place ou à celle de quelqu'un d'autre. Et si jamais on le lui faisait remarquer, elle penchait légèrement la tête sur la droite, écarquillait juste assez les yeux pour paraître innocente mais pas stupide, et disait quelque chose comme « Quoi? Je ne savais pas que ça te dérangerait. » Comme si elle n'avait pas joué à ce jeu toute sa vie. Alors, quand elle s'est levée à ma fête de fiançailles, en plein milieu d'un toast, s'il te plaît, alors que ma meilleure amie tenait littéralement une coupe de champagne et disait quelque chose de sincère sur les 10 ans que Paul et moi avions passés ensemble, j'ai su au fond de mon estomac que quelque chose allait changer dans cette pièce, et pas en ma faveur. Elle n'a pas fait teinter un verre, ni raclé sa gorge, ni demandé la permission. Elle s'est juste levée, a souri faiblement, a caressé son ventre à peine visible, et a annoncé d'une voix si douce qu'elle aurait pu faire pourrir des dents: je ne savais pas quel était le bon moment, mais surprise, je suis enceinte. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, m'a transpercé du regard, et a ricané. Et je jure devant Dieu que ce n'était pas seulement le sourire fier d'une sœur ou un geste d'excitation nerveux. C'était vif. C'était calculé. C'était un putain de scalpel. Il y eut une demi-seconde de silence stupéfait, juste assez longtemps pour que je sente mon souffle se couper avant que la pièce n'éclate en applaudissements et en rires. Ma cousine Marion a crié et l'a serrée dans ses bras. Ma tante a renversé un verre de vin en se précipitant pour la féliciter. Même ma propre mère a applaudi comme si elle venait de voir un miracle. Et pendant tout ce temps, je suis restée assise là, ma main figée à mi-chemin de ma bouche, agrippant une fourchette qui me semblait soudain être une arme que je ne savais pas utiliser. Le pire n'était pas l'annonce. Bien que ce fût déjà une énorme gifle. C'était ce qu'elle a dit après. Juste avant de se rasseoir, lorsque l'attention commençait enfin à revenir vers Paul et moi, et que le serveur tentait de sauver le déroulement initial de la fête. Juliette a jeté ses cheveux parfaitement bouclés sur une épaule, a regardé autour d'elle avec une fausse humilité, et a dit « Oups, désolé. Je suppose que j'ai encore volé la vedette. » Comme si c'était une blague amusante entre nous. Comme si ce n'était pas un schéma de comportement qui durait depuis un an, comme si ce n'était pas une autre occasion où elle traitait les étapes importantes de ma vie comme des répétitions pour son propre drame. Et encore une fois, ils ont ri. Pas tout le monde, mais suffisamment de gens. Assez pour que les rires ressemblent à un verdict. Paul n'a pas ri. Il a tendu la main sous la table, m'a serré le genou, et m'a lancé un regard qui disait « Je te vois. Je vois ça. Je suis avec toi. » Cela m'a ancré pendant exactement 30 secondes. Puis quelqu'un a tendu à Juliette un mimosa sans alcool et une nouvelle salve d'applaudissements a éclaté, et j'ai réalisé que si je ne me levais pas et n'allais pas aux toilettes tout de suite, je dirais quelque chose que je ne pourrais pas reprendre. Je suis restée devant le miroir des toilettes des femmes plus longtemps que je ne veux l'admettre, passant de l'eau froide sur mes mains, essayant de calmer le chaos rugissant et soudain dans ma poitrine. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de la fête. Il s'agissait de chaque prix scolaire qu'elle avait éclipsé nonchalamment. Chaque petite amie qui flirtait avec elle juste pour voir s'il pouvait. Chaque vacances en famille où je finissais photographe pendant qu'elle jouait la star. Il s'agissait de la façon dont les gens pardonnaient toujours son chaos parce qu'elle était juste Juliette. Et de la façon dont on m'avait appris explicitement et à plusieurs reprises que mon rôle était de prendre le dessus, d'être la personne la plus mature. Ne fais pas de scène. Maintiens la paix. Mais alors que je me tenais là, fixant mon propre reflet, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas un cri ou une crise de nerfs, mais quelque chose de plus froid, quelque chose de plus concentré, une décision très silencieuse. Quand je suis retournée à table, je ne me suis pas assise tout de suite. Je me suis penchée à l'oreille de Paul et lui ai chuchoté quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, même dans mes moments les plus sombres de frustration. « Es-tu prêt à te salir un peu ?» Il m'a regardé, les sourcils levés, mais n'a pas scié. Il a hoché la tête une fois, juste une fois. Et j'ai su à ce moment-là que ce serait différent, que cette fois je n'allais pas juste passer à autre chose et la laisser faire. Cette fois, je n'allais pas sourire à travers des dents serrées et faire semblant que sa performance ne m'avait pas profondément blessée. Cette nuit-là,
après le départ de tout le monde et le silence de la maison, je me suis assise au bord du lit dans ma robe de chambre, faisant défiler les dizaines de photos prises pendant ce qui aurait dû être notre moment, notre célébration. Et sur presque chaque photo, le visage de quelqu'un était tourné vers Juliette. Même celle de Paul et moi, même la découpe du gâteau. Elle était là en arrière-plan, tenant son ventre et rayonnante comme un putain de phare, déroutant les navires. J'ai regardé Paul et j'ai dit, nous changeons les plans du mariage. Il n'a pas demandé pourquoi. Il a juste dit, dis-moi ce que tu penses. Et je lui ai dit. Au lever du soleil, nous avions déjà rédigé le message. Court, élégant, sans vergogne cryptique. Cela allait tout changer, mais je ne l'envoyais pas encore. J'allais attendre juste assez longtemps pour que Juliette publie son annonce de grossesse soigneusement préparée avec une légende innocente, je ne voulais pas que ça tourne autour de moi. Juste assez longtemps pour qu'elle se prélasse sous son projecteur habituel. Puis je changerais tout. Et quand elle lirait ce que nous avions envoyé, quand elle verrait ce que cela disait, elle ne rirait pas. Pas cette fois. Il y a une différence entre être le frère ou la sœur qui gagne toujours et être le frère ou la sœur qui a toujours besoin de gagner. Juliette n'était jamais satisfaite de simplement vivre sa propre vie. Non, elle devait orbiter la mienne juste assez près pour l'éclipser, comme si ma joie était sa boussole, et son travail était de diriger l'attention là où elle sentait qu'elle appartenait, ce qui dans son monde était toujours directement sur elle. Dès le moment où nous étions assez âgés pour être comparés, note, coupe de cheveux, amis, robe de bal, il est devenu clair pour tout le monde autour de nous que Juliette était celle qui brillait tandis que j'étais celle qui endurait, la stable, la fiable, celle qui nettoyait les désordres émotionnels que nos parents refusaient de reconnaître à haute voix, mais s'attendaient toujours à ce que quelqu'un gère discrètement. Et cette personne, c'était moi. Cette nuit-là, après que la fête de fiançailles se soit effondrée en un autre chapitre humiliant d'une longue et épuisante saga d'être la deuxième place à mes propres célébrations, je me suis allongée à côté de Paul dans le lit, ne faisant même pas semblant de dormir. Alors que mon esprit revisitait la même série de moments qui m'avaient autrefois piqué et maintenant brûlaient, je me suis souvenu de ma remise de diplôme universitaire quand Juliette est arrivée 45 minutes en retard dans une longue robe blanche et des tomes, attirant l'attention sur ses coups de soleil et se plaignant bruyamment des embouteillages. Je me suis souvenu du dîner que j'avais prévu pour présenter mon petit ami de l'époque à la famille, seulement pour qu'elle éclate au milieu du toast avec un saignement de nez et une histoire élaborée de glissade en mettant de l'eyeliner, ce qui a d'une manière ou d'une autre fait dérailler toute la soirée et s'est terminé avec moi la conduisant aux urgences. Je me suis souvenu de la première fois que Paul a rencontré ma famille quand Juliette a demandé en quelques minutes si nous pensions à un contrat de mariage juste au cas où. Et tout le monde avait ri comme si elle était un charmant tourbillon au lieu d'un système orageux constant qui semblait toujours arriver juste quand le ciel se dégageait. Alors quand j'ai chuchoté à Paul que je voulais me salir un peu, ce n'était pas seulement un moment de mesquinerie ou un désir de représailles. C'était le premier souffle d'un cri longtemps retenu. Enfin libéré de la cage polie que je m'étais construite. Il n'a pas remis en question. Il a juste demandé jusqu'où j'étais prête à aller. Et la réponse était assez loin pour qu'elle ne le voie pas venir. Nous avons commencé petit. Tard cette nuit-là, alors que les invités téléchargeaient encore des stories Instagram de verres qui teintent et de photos de groupes flous, nous nous sommes assis dans la cuisine pour rédiger une nouvelle version de notre faire-part. Nous avons gardé la marque de bon goût, une écriture dorée élégante sur un fond crème. Pas de changement dramatique à l'esthétique, rien de trop dérangeant, mais le texte était réduit à quelque chose de presque poétique. Veuillez réserver l'après-midi du dimanche 4 juin. Une célébration arrive plus tôt que vous ne le pensez. Pas de mention de mariage, pas de lieu, pas d'indice, juste une invitation enveloppée de mystère. Et quand les gens cliquaient sur le lien RSVP, tout ce qu'ils voyaient était un compte à rebours et un message. Plus de détails à venir. C'est un moment que vous ne voudrez pas manquer. Nous l'avons envoyé à tout le monde. Tout le monde sauf Juliette. Et laissez-moi vous dire, elle l'a remarqué. Dans les 6 heures suivant l'envoi des emails, j'ai eu 3 appels manqués d'elle. Un de ma mère et 2 textes vagues de notre cousine Ambre qui disaient des choses comme « Tout va bien ?» et « Ai-je manqué quelque chose ?» Mais je n'ai rien dit. Paul et moi avons convenu de laisser le silence faire le gros du travail. Parce que s'il y avait une chose que Juliette ne pouvait pas gérer, ce n'était pas la confrontation.
C'était l'exclusion. Le deuxième jour, elle a posté une photo de son échographie sur Instagram avec une légende qui disait « Nous voulions attendre, mais le moment nous a semblé juste. BBM arrive en décembre. » J'ai fixé la photo pendant une minute entière, la regardant essayer de capitaliser sur l'élan qu'elle avait volé. L'image était surexposée, l'éclairage artificiel, le sourire forcé. Elle essayait de prendre de l'avance sur quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Et cela m'a fait sourire pour la première fois en 2 jours. Les appels continuaient d'arriver. Ma mère, mon père, même notre vieille voisine, Madame Leroy, qui ne m'avait pas parlé depuis que j'avais tondu ma pelouse en brassière 2 étés auparavant, a laissé un message vocal disant « J'ai entendu dire que vous prépariez quelque chose. Ça a l'air excitant. » Le fait est que personne ne savait ce que nous préparions, et c'était le but. Juliette tourbillonnait dans un vide d'incertitude, et c'était glorieux à regarder. Le 4e jour, j'ai enfin répondu au téléphone. « Aurore », a dit Juliette, sans même attendre que je parle. « Pourquoi n'ai-je pas eu d'invitation ? Tout le monde en a eu une. » Marion a dit quelque chose à propos du 4 juin. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai laissé une pause planer dans l'air comme du linge mouillé par une journée sans vent. Nous faisons juste quelque chose de différent, ai-je dit calmement. Tu en sauras plus bientôt. Différent comment, a-t-elle insisté, sa voix montant. Et là, c'était ça. Cette fissure indubitable dans son ton. Cette tension de ne pas être en contrôle. C'est quoi, une deuxième fête de fiançailles ? Un mariage ? Vous l'avancez ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je l'entendais marcher dans sa maison, probablement pieds nus, probablement le téléphone pressé contre sa joue tandis que sa main libre gesticulait follement devant personne. Probablement déjà en train de calculer comment transformer cela en un récit où elle serait la victime, la sœur choquée, la spectatrice innocente de ma cruauté soudaine. C'est juste quelque chose que nous voulions garder intime, ai-je dit, concentrée. Pas de distraction. Distraction, a-t-elle claqué. Tu appelles mon bébé une distraction ? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Le silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Elle a raccroché. Ou peut-être que je l'ai fait. Honnêtement, j'étais trop calme pour m'en souvenir. Paul et moi nous sommes regardés et avons ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que nous savions que quelque chose avait changé de façon permanente. Nous ne jouions plus en défense. Nous avions le ballon maintenant. Ce qui allait suivre allait tout changer. Non seulement pour le mariage, mais pour tout l'équilibre de notre famille. Et Juliette, pour une fois, regarderait depuis la touche. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Il y a un genre de silence particulier qui tombe sur un groupe de personnes quand elles attendent que quelqu'un d'autre explique quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Un silence lourd d'anticipation, où même le tintement des tasses à café semble invasif, et tous les regards se lancent entre eux, espérant que quelqu'un d'autre posera la question qu'ils sont trop polis ou trop méfiants pour exprimer à voix haute. C'était exactement l'atmosphère dans le salon de jardin du Café Amélie, où Paul et moi avions invité 24 de nos amis et de notre famille les plus proches pour ce que nous avions soigneusement appelé un brunch de réflexion pré-mariage, un terme assez vague pour attiser la curiosité, mais assez formel pour empêcher quiconque de se défiler sans se sentir impoli. C'était début juin. L'air était épais de chèvrefeuille, et les invités étaient arrivés en robe d'été, veste de sport, et des expressions allant de poliment intriguées à carrément suspicieuses. Bien sûr, Juliette n'était pas parmi eux. Cela avait été une décision délibérée, non par méchanceté, du moins pas entièrement, mais par autopréservation, car j'avais enfin accepté que, peu importe la beauté de la pièce ou le soin avec lequel le moment était organisé, sa présence avait un prix, que je n'étais plus prête à payer. Nous avions planifié ce brunch avec une précision chirurgicale, des invitations renvoyées discrètement, la logistique coordonnée en privé, et un plan clair pour la révélation que nous avions répété plus d'une fois. Pour une fois, ce moment allait être le nôtre. Je me tenais à côté de Paul tandis qu'il tapait sa cuillère contre un verre, pas trop fort, juste assez pour percer le bavardage poli. Et quand il m'a regardé, me faisant le plus petit des hochements de tête, j'ai pris une respiration qui m'a semblé avoir attendu des années pour être exhalée. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé, ma voix stable,
mais indubitablement chargé de quelque chose de plus profond, quelque chose de plus proche de la résolution que de la joie. Nous savons que l'invitation était un peu mystérieuse, et nous apprécions que vous ayez pris le temps de vos vies pour être ici sans savoir exactement pourquoi. Il y eut quelques rires épars, quelques murmures, le genre de ce que les gens font quand ils savent que quelque chose va se passer, mais ne peuvent pas encore déterminer si c'est bon ou mauvais. J'ai souri sincèrement cette fois, non par performance, mais par un triomphe silencieux, et j'ai continué. Quand Paul et moi nous sommes fiancés, j'ai dit en effleurant sa main, nous avons commencé à planifier un mariage comme les gens le font habituellement, en choisissant des lieux, en envoyant des faire-part, en nous disputant sur les arrangements floraux. Mais en cours de route, nous avons réalisé que ce que nous planifions n'était pas vraiment le nôtre. C'était une production, une qui semblait appartenir plus à tout le monde qu'à nous. Alors, nous avons changé de cap, je pouvais sentir la tension dans la pièce commencer à monter. Pas de manière agressive, mais dans cette inspiration collective que les gens font quand un secret est sur le point d'être révélé. Ma mère s'est penchée en avant, les sourcils froncés. Mon père a raclé sa gorge. Ambre, toujours l'instigatrice, a sorti son téléphone sous la table et a commencé à enregistrer, discrète comme un ouragan. Nous avons décidé, a dit Paul, reprenant sans accroc, de nous enfuir en Toscane la semaine prochaine. Le silence qui a suivi fut absolu. Pas d'applaudissements, pas de halètements, juste le calme stupéfait des gens qui traitent quelque chose qui réécrit fondamentalement ce qu'ils pensaient savoir. J'ai vu leurs expressions changer comme des motifs météorologiques, confusion, curiosité, puis pour certains une déception visible. Et sous tout cela, je pouvais sentir la même question monter en eux tous. Tandis que Paul continuait, il ne s'agit pas de secret et il ne s'agit pas de drame. Il s'agit de prendre une décision qui reflète qui nous sommes et ce que nous valorisons. L'intimité, la paix, et la liberté de commencer notre mariage selon nos propres termes. Ce qu'il n'a pas dit, et ce que je ne dirai pas non plus, pas encore, c'est que cela concernait aussi la protection, la récupération d'un moment qui avait failli être volé avant même de commencer. Il s'agissait de réécrire le scénario qui m'avait casté comme le personnage secondaire fiable et de me placer sans vergogne en tête. Après un instant, les questions ont commencé. Ma cousine Olivia a demandé des détails logistiques. Ma tante voulait savoir quel genre de robe je porterais. Ma mère a demandé, la voix tendue, et pourquoi Juliette n'a-t-elle pas été invitée à ce brunch? Je l'ai regardée dans les yeux, et pour une fois, je n'ai pas scié. Parce qu'il ne s'agissait pas d'elle, ai-je dit simplement. Les mots sont restés en suspens, plus lourds que je ne l'avais prévu. Mais je ne les ai pas retirés. Pas cette fois. Quand le brunch s'est terminé, les gens sont partis lentement, s'attardant plus longtemps que d'habitude, comme s'ils hésitaient à retourner au monde ordinaire, où ils ne faisaient pas partie de quelque chose de secret et de dramatique. Certains m'ont serré plus fort que d'habitude. Certains ont évité mon regard, et un par un ils sont partis, jusqu'à ce qu'il ne reste que Paul et moi, seuls avec les miettes de pâtisserie et le léger bourdonnement de ce que nous venions de mettre en marche. Ce soir-là, Juliette a finalement reçu sa version de l'invitation, un SMS, pas un email, parce que je voulais qu'elle sache qu'elle n'était pas incluse par accident, mais par choix. Le message était court. Comme nous n'avons pas pu t'inclure plus tôt, je voulais juste te faire savoir que nous nous marions en Italie la semaine prochaine. Ce sera intime. Bon voyage si tu prévois déjà de t'incruster. Elle n'a pas répondu pendant 20 minutes. Puis, à précisément 21h13, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. Le message vocal était moins un message qu'une performance. Un crescendo d'incrédulité, d'accusation et d'apitoiement sur soi qui a culminé par ses cris. Elle a littéralement crié que j'avais ruiné la famille, ruiné sa grossesse et ruiné sa confiance en moi pour toujours. Et à la fin, quand elle a enfin fait une pause pour respirer, sa voix s'est brisée et elle a demandé « Pourquoi me faire ça ?» Je suis restée là à l'écouter, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois parce qu'il y avait quelque chose dans le fait de l'entendre dire ces mots qui a finalement tout clarifié. Il n'avait jamais été question de partager la joie ou de se soutenir mutuellement. Il avait toujours été question de se positionner comme le centre de chaque orbite émotionnelle. Et maintenant, pour la première fois, elle tournait seule. Paul est entré, m'a tendu un verre de vin et a demandé ce qu'elle avait dit. J'ai juste souri et dit, elle est confuse.
Il a levé un sourcil. Et comment te sens-tu? J'ai regardé par la fenêtre le crépuscule d'été s'installer sur la pelouse et j'ai dit, plus légère. Parce que c'est ça les limites. Elles ne sont pas toujours courageuses ou dramatiques. Parfois, elles sont juste un soulagement. Mais Juliette n'en avait pas fini. Loin de là. Dans les semaines qui ont suivi notre annonce, l'échappée en Toscane, la révélation du brunch, le faire-part cryptique qui avait suscité plus de commérage que n'importe quelle cérémonie de mariage réelle n'aurait probablement fait. Quelque chose a changé dans l'air autour de moi. Comme si en coupant Juliette, j'avais retiré un lourd meuble émotionnel du milieu de chaque pièce où j'entrais. Et soudain, il y avait de la place pour respirer, pour s'étirer, pour bouger sans heurter les angles vifs du ressentiment. J'avais beaucoup trop l'habitude de naviguer en silence. Et pourtant, son absence n'est pas passée inaperçue, surtout pas par ceux qui avaient toujours vu notre dynamique comme une rivalité fraternelle inoffensive au lieu de l'érosion lente qu'elle était réellement. Une érosion de la confiance, de l'estime de soi, de la croyance que peut-être, juste peut-être, j'avais le droit d'avoir quelque chose à moi sans avoir à me battre bec et ongle. La décision de ne pas l'inviter au mariage n'a pas été prise à la légère. Elle n'a pas été prise dans le feu de l'annonce de sa grossesse, ni même dans le silence qui a suivi son caprice par message vocal. Elle a été prise dans les moments calmes entre les deux, dans le silence de l'aube passée à parcourir les chemins de vignobles derrière notre villa de location. Dans les longues pauses pendant les repas où Paul et moi nous asseyions avec des verres de vin local et ne disions rien, désapprenant tous deux silencieusement le bruit qui avait rempli nos vies depuis bien trop longtemps. C'est dans ces moments où l'absence de chaos semblait presque étrangère que j'ai réalisé à quel point j'avais été conditionnée à l'attendre et à quel point j'avais désespérément besoin de désapprendre cette attente avant de commencer une vie avec quelqu'un qui méritait mieux qu'une femme. Toujours en train d'attendre qu'une sœur s'empare de sa paix. Nous n'avions invité qu'une poignée de personnes, ma meilleure amie Léna, le frère de Paul et sa femme, un de mes anciens professeurs qui vivait maintenant à Rome et était devenu plus de la famille pour moi que la plupart de mes proches. La cérémonie elle-même était petite, presque surréaliste dans sa simplicité, des chaises blanches alignées de travers sous un olivier, une musique douce d'un artiste local et une vue qui s'étendait sur des collines vallonnées et un ciel si clair qu'on aurait dit que l'univers s'était enfin, miséricordieusement, écarté pour nous laisser ce moment. Je portais une robe que j'avais trouvée dans une boutique à Florence. Sans étiquette, sans paillettes, juste un tissu qui collait là où il fallait et laissait aller là où il le fallait. Paul me regardait comme si j'étais quelque chose de sacré. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Pendant les vœux, il a dit, « Tu es le premier silence auquel j'ai jamais fait confiance. » Et je ne sais pas si quelqu'un d'autre a pleinement compris ce qu'il voulait dire. Mais moi, oui, car le silence avec Juliette avait toujours été dangereux. Un espace qu'elle remplissait d'implications et de manipulations. Une pause qu'elle utilisait comme une arme en se précipitant pour parler en premier, en contrôlant le récit avant que quiconque ne puisse respirer. Mais avec Paul, le silence était une sécurité. C'était un espace. C'était l'absence de jugement et la présence de compréhension. C'était tout ce que Juliette ne m'avait jamais permis d'avoir. Mais la paix, j'ai appris, n'est jamais permanente quand des gens comme Juliette sont exclus d'une histoire qu'ils pensent devoir posséder. La nuit après le mariage, après que les rires, le vin et la musique se soient finalement évanouis dans un calme si pur que je pouvais à peine croire qu'il était le mien, j'ai reçu un message de Léna. Pas de sujet, pas d'avertissement, juste un lien vers Instagram et les mots, « Tu vas vouloir voir ça ». J'ai cliqué, sachant déjà ce que j'allais trouver, me préparant déjà à l'impact. Juliette avait posté un carrousel de photos, certaines de notre enfance, certaines des années plus récentes, toutes soigneusement sélectionnées pour la présenter comme la sœur aimante et compréhensive qui avait été cruellement exclue. La légende était un chef-d'œuvre d'agression passive, commençant par « Certaines blessures ne guérissent jamais vraiment, surtout quand elles viennent des personnes que vous aimez le plus. » Je suppose que je n'étais pas assez bien pour figurer sur la liste des invités. Elle a ensuite fait référence à sa grossesse, au stress que cela lui avait causé, et à son espoir que le pardon viendrait un jour, même si une invitation ne viendrait jamais. Et en dessous, il y avait un flot de commentaires. Sympathie, indignation, confusion, certains m'attaquant directement, certains louant son courage, certains demandant ce qui s'était passé, d'autres supposant qu'ils savaient déjà. Je les regardais, pas en colère, mais stupéfaite.
Non pas par le fait qu'elle l'avait posté, car bien sûr elle l'avait fait, mais par son efficacité. Elle n'avait pas besoin de mentir directement. Elle a juste élaboré le récit, encadré les photos, choisi les mots avec juste assez d'ambiguïté pour se faire passer pour la sœur au cœur brisé et moi pour la reine des glaces. Elle n'avait pas besoin de vengeance. Elle avait juste besoin d'une plateforme. Paul est entré dans la pièce pendant que je regardais encore l'écran et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai tendu le téléphone sans un mot et l'ai regardé faire défiler, la mâchoire se serrant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé. Et j'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. J'ai pensé à répondre, à corriger les faits, à remonter les années de manipulation, de sabotage et de dynamique tordue qui m'avaient mené ici. J'ai pensé à poster mes propres photos, mes propres histoires, prouvant à quel point elle avait soigneusement modifié la vérité pour s'adapter à ses objectifs. Mais ensuite j'ai pensé à ce que Paul avait dit, à faire confiance au silence, à ne plus laisser son bruit définir mon récit. Alors, j'ai posté autre chose. Une courte vidéo, rien de tapas accent grave l'œil, juste moi assise sur un mur de pierre chauffé par le soleil, surplombant les collines, lisant une ancienne entrée de journal intime de mes 15 ans. Ma voix calme, les mots bruts. Je parlais d'être la fille qui s'effaçait pour que les autres se sentent plus grands, d'apprendre à s'éteindre pour que les autres puissent briller sans gêne. J'ai lu à propos d'un anniversaire où Juliette a volé le cadeau que j'avais économisé, menti à ce sujet, et a d'une manière ou d'une autre fini avec le cadeau et des excuses de ma part. Je ne l'ai pas nommé. Je n'avais pas besoin de le faire. Les commentaires ont comblé les blancs. À la fin de la vidéo, j'ai regardé la caméra et j'ai dit, parfois, choisir la paix, c'est s'éloigner, et parfois, s'éloigner est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Je n'ai pas vérifié sa réaction. Je n'avais pas besoin de le faire parce qu'à ce moment-là, je comprenais la différence entre la vengeance et la libération. Et pendant qu'elle était occupée à construire une version des événements où elle était la partie blessée, je me tenais dans la vérité de la mienne. Mais je connaissais Juliette. Je la connaissais mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Et je savais que ce n'était pas la fin. Loin de là. Il y a des moments dans la vie où la clôture n'arrive pas comme un murmure réconfortant ou des excuses opportunes, mais plutôt comme un coup inattendu, un changement dans l'air, une fissure finale dans le barrage que vous avez renforcé pendant des années avec des sourires polis, des blessures enfouies et des deuxièmes chances offertes à des gens qui ne les méritaient pas vraiment en premier lieu. Et bien que je me sois dit encore et encore que le coup de Juliette sur Instagram, ce carrousel organisé de sororité réécrit à travers le prisme du martyr, était son dernier acte. Une dernière tentative désespérée de se recentrer dans un récit où elle n'était plus la bienvenue. J'aurais dû savoir que quelqu'un comme Juliette ne s'éteint pas tranquillement, ne disparaît pas doucement en arrière-plan une fois qu'on lui a refusé la vedette qu'elle en est venue à croire être son droit de naissance. Les retombées de son message ont été, comme prévu, rapides et épuisantes. Ma boîte de réception s'est remplie d'un mélange de messages. Certains d'amis essayant d'être diplomates, demandant gentiment s'il y avait plus à l'histoire. D'autres de parents éloignés exprimant un jugement à peine voilé, comme si mon refus d'inclure ma sœur dans un moment de ma vie l'emportait sur 2 décennies où elle avait miné la mienne. Mais ce qui m'a frappé plus que le contenu des messages, c'était leur fréquence. La façon dont ils continuaient d'arriver comme des vagues contre une plage qui s'érodait lentement sous mes pieds, essayant de me ramener dans une mer dont j'avais tant lutté pour m'éloigner. Je n'ai répondu à aucun d'eux, non par dépit, mais parce que je savais au fond de moi qu'aucune explication ne serait jamais suffisante pour les gens qui étaient déjà déterminés à me mal comprendre. Et puis est venue la lettre. Elle n'est pas arrivée par email, ni par SMS, mais comme un véritable morceau de papier, plié, manuscrit, fourré dans une enveloppe adressée dans l'écriture cursive dramatique de Juliette. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom souligné 2 fois, comme si cela seul exigeait mon attention. À l'intérieur, elle a écrit comme elle parlait toujours quand elle essayait de gagner. La façon dont elle avait pleuré au lycée quand elle avait été surprise en train de tricher à un examen. La façon dont elle avait supplié nos parents de la pardonner après avoir accidenté ma voiture et les avoir d'une manière ou d'une autre convaincus que je ne lui avais pas dit que les freins étaient sensibles. Elle a commencé par des excuses, mais c'était le genre d'excuses qui demandent l'absolution sans offrir de responsabilité. Elle a dit qu'elle était désolée pour la façon dont les choses avaient tourné, pas pour ce qu'elle avait fait.
Elle a dit qu'elle me manquait, que la grossesse l'avait rendue émotive, que peut-être elle n'avait pas réfléchi clairement. Et puis juste au moment où je pensais qu'elle pourrait enfin être sincère, elle a inclus un paragraphe sur la façon dont notre famille était confuse et blessée par ma décision de les exclure. Et comment elle essayait juste de reconstruire ce que j'avais détruit. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle n'avait pas écrit cette lettre pour moi. Elle l'avait écrite pour elle-même pour mieux dormir, pour se sentir la plus mature, pour parader avec l'idée qu'elle avait fait le premier pas tout en me peignant comme l'entêté accroché à la colère. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne semblait toujours pas comprendre, c'est que je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Et quand vous en avez fini, vraiment fini, vous ne vous battez pas. Vous ne suppliez pas. Vous n'expliquez pas. Vous vous éloignez et laissez le silence parler plus fort que le bruit ne l'a jamais fait. Pourtant, j'avais besoin d'une dernière chose. Pas pour elle, mais pour moi. Un dernier acte de clarté, de réappropriation, de vérité. Alors, j'ai écrit un texte, pas une entrée de journal intime cette fois, pas une vidéo vague, mais un court essai brut intitulé « Ma sœur a toujours volé la vedette jusqu'à ce que j'arrête de lui construire une scène ». Je ne l'ai pas nommé. Je n'ai pas mentionné le mariage, la grossesse ou la fête. J'ai simplement écrit sur le fait de grandir dans l'ombre de quelqu'un et de réaliser un jour que l'ombre n'existait que parce que j'étais resté trop longtemps trop près. Je l'ai publié anonymement sur une plateforme connue pour les essais personnels. Et en quelques jours, il a commencé à gagner du terrain. Pas viral, pas explosif, mais suffisamment pour être vu, pour être entendu par des gens qui s'y reconnaissaient. Des gens qui commentaient des choses comme « c'est ma vie mot pour mot ». Ou « je n'avais jamais réalisé jusqu'à présent à quel point je m'étais éteinte ». Et c'était suffisant. C'était tout ce dont j'avais besoin. Parce qu'en fin de compte, la vengeance ne ressemblait pas à une rétribution ou à une humiliation publique. Elle ressemblait à la paix. Elle ressemblait à enfin dormir toute la nuit sans me préparer à la prochaine crise qu'elle allait fabriquer. Elle ressemblait à me réveiller à côté de quelqu'un qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je devais faire semblant d'être afin d'éviter que la famille ne se fracture. Elle ressemblait à me tenir sous le soleil toscan, main dans la main avec Paul, regardant le monde avancer sans le poids des insécurités de quelqu'un d'autre nous traînant en arrière. Et pourtant, même dans cet écrit, j'ai laissé de la place pour l'inachevé. Parce que c'est ça les histoires comme ça. Elles ne se terminent pas proprement avec des rubans et des câlins et des réconciliations de cartes de Noël. Parfois, la sœur ne change pas. Parfois, la blessure ne disparaît pas. Parfois, la fin n'est pas une réunion, mais un doux adieu chuchoté à une version de la famille qui ne vous a jamais vraiment vu. Je ne sais pas ce que Juliette raconte aux gens maintenant. Peut-être qu'elle dit que nous nous sommes éloignés. Peut-être qu'elle dit que j'étais jalouse ou froide ou que la maternité l'a changée et que je n'ai pas pu comprendre. Peut-être qu'elle ne dit rien du tout, mais je sais ceci. La prochaine fois que quelqu'un me demandera pourquoi nous ne sommes pas proches, je n'hésiterai pas. Je dirai sans amertume et sans honte, parce que j'ai arrêté de jouer un rôle dans un spectacle pour lequel je n'avais pas auditionné. Et cela, plus que n'importe quel discours ou publication Instagram, c'est comme ça que j'ai terminé.